Bonjour et bienvenue au château de Mains-sur-Loire. Vous êtes au cœur du patrimoine mondial de l'UNESCO. Juste à côté de nous, à 100 mètres, il y a la Loire, un fleuve royal, comme on dit en France. Et le château de Mains-sur-Loire a été construit en 1209. C'est un des plus anciens et des plus vastes châteaux du Loiret. Et c'est un des rares châteaux faits par et pour les évêques d'Orléans. C'est un lieu de pouvoir temporel, ils sont seigneurs de main, et en même temps spirituel, puisqu'ils sont évêques d'Orléans. Et on va, pendant comme ça plusieurs siècles, recevoir des évêques et des cardinaux dans cette grande demeure au cœur de la ville de Mains-sur-Loire. Ils vont recevoir de très nombreux personnages historiques. Bien sûr, on aura Philippe le Bel, on aura Charles VII, Louis XI qui vient séjourner très régulièrement ici, dans ce château, François Ier, Louise de Savoie, et puis un personnage va également visiter le château. Il n'en gardera pas un très bon souvenir, c'est François Villon, le poète. Il a séjourné dans les cachots du château. En le visitant, ce château, vous verrez, vous irez du grenier jusque dans les souterrains, les sombres cachots. On a la chance d'avoir un château dans son jus, c'est-à-dire qu'il n'a pas été touché à travers les siècles. Entre sa chapelle, son herboristerie, ses grandes cuisines, son salon, sa bibliothèque et ses sombres souterrains, il y a là une approche de la vie quotidienne à travers les siècles extrêmement intéressante. Plus de 2000 objets y sont exposés, plus de 20 pièces sont intégralement meublées et il y a en plus un parcours en odorama. On va mettre en scène votre nez, comment on sent les odeurs à travers l'histoire qui habille ces pièces de la vie quotidienne. Vous pourrez le découvrir ainsi au château de Mains. L'autre particularité du château de Mains, c'est que c'est un château aux deux visages. Regardez derrière moi, c'est la partie médiévale, on est bien en 1209. Vous avez la tour avec le pont-levis, ces deux grandes ouvertures qui permettaient au pont-levis de s'abaisser. Il faut imaginer ce château avec de larges fossés tout autour. Et vous l'avez vu de l'autre côté, la façade est rose, c'est un château peint. C'est un des rares châteaux peints qu'on a autant au nord de la France. Et on l'appelle ainsi le château de visage. Côté ville, c'est la façade austère médiévale. Côté parc, alors c'est une belle résidence modifiée en 1706 dans lequel le dernier des évêques, Jarente de la Bruyère, a fait des fêtes tout à fait exceptionnelles en y mettant une machine hydraulique qui alimentait à la fois ses bains dont il reste encore des traces, ses jardins. Il y a fait également un pavillon de musique, la copie du pavillon de musique du petit Trianon de Versailles. Et là, on y menait. Nous voici maintenant devant l'entrée des souterrains. On va descendre à plus de 7 mètres sous terre. Les souterrains ont une fonction extrêmement importante dans les châteaux médiévaux. C'est un lieu où on va stocker la nourriture. Ils serviront de prison. Ils vont également servir de tuyaux d'évacuation. Comment on va trouver des petits boyaux pour s'évacuer rapidement en cas d'attaque? Je vous propose de le découvrir maintenant. Alors nous voici dans le cellier du château. Ça, c'est le frigidaire du château. Et maintenant, on va commencer une vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent ces souterrains. Dans l'imaginaire collectif, le monde souterrain figure souvent dans les légendes et les traditions orales. N'est-il pas situé l'enfer, lieu de damnation éternelle? Mais la réalité est beaucoup plus concrète. Les souterrains répondent à des besoins spécifiques des hommes selon les périodes historiques. Les colonnes aux chapiteaux ornés de végétaux, les voûtes avec ses croisées d'ogives, font de cet espace une salle cossue. Pourtant, ce n'est qu'un simple cellier. Un accès direct vers l'extérieur permettait aux fournisseurs d'approvisionner le château en toute discrétion. Ce cellier permettait ainsi de stocker et de conserver les aliments et viandes salées et séchées
les fruits et légumes, ainsi que le vin, la bière. Un endroit parfait pour alimenter la table du Seigneur demain. Alors on est donc dans le lieu qui permet de conserver les aliments, avec de très belles croisées d'ogives. On est au début du XIIIe siècle. C'est une des fonctions du château de conserver les aliments dans les souterrains. C'est aussi un lieu de refuge. Regardez, il y a des trous d'oxygénation. Si jamais le château se fait attaquer, on va pouvoir comme ça vivre ici pendant 2-3 jours et avoir l'oxygène pour faire le feu. Et puis la troisième fonction, c'est la prison. Je vous propose de découvrir ça maintenant en allant voir une prison. Mais l'histoire de nombreuses périodes de troubles, ça s'arrête alors à la proximité de la loi, la richesse. Alors nous voici devant une des prisons du château de Main, dans laquelle on pratiquait une torture spécifique. À l'époque, la justice repose sur l'aveu, donc il faut faire avouer le suspect avant de le condamner. Mais comme vous êtes chez les évêques d'Orléans, vous ne pouvez pas verser le sang. On va donc pratiquer une torture spécifique qui est la question par l'eau. On va vous attacher les bras à gauche, les pieds à droite, la pièce de bois centrale va vous cambrer, on vous mettra un entonnoir dans la gorge et en fonction de la question ordinaire ou extraordinaire, c'est un tel nombre de pintes d'eau que vous allez absorber. On fera un traumatisme interne, on vous étouffera mais on n'aura pas versé le sang. Et à partir de là, on pourra vous condamner. Alors c'est pas la belle partie du château, c'est ce qu'a connu pourtant François Villon, le poète, qui parle de ces dures conditions de la prison de Main dans son œuvre majeure, Le Grand Testament, qu'il écrit en sortant des prisons en 1461. Il remontera sur Paris, il disparaîtra en 1463, on ne saura pas ce qu'il deviendra, mais cette œuvre majeure parle de ces conditions de la prison de Main, et c'est sans doute effectivement pas un très bon souvenir qu'il a eu ici. Très bien. Alors nous sommes ici au camp d'entraînement de tir à l'arc du château de Main-sur-Loire. Alors pour le coup, je suis avec mon collègue Samuel, voilà, qui est maître archer avec moi sur ce campement où on peut présenter l'archerie, l'armement et la frappe de monnaie. Donc voilà, alors on va commencer par l'archerie peut-être, où en fait on correctement et à bien manier les arcs. Formation. Attention. Hausse. Suivant. Attention. Hausse. Vous voyez que c'est assez rapide, hein, ça peut être des arcs assez puissants. Celui-ci, celui que j'ai dans la main, fait 50 livres. C'est 25 kg à tirer sur la corde. Les plus puissants peuvent monter jusqu'à 160 livres. Donc vous voyez que celui-ci, c'est encore un arc d'entraînement qui nécessite vraiment très peu d'apprentissage. Un bon archer, c'est à partir de 7 ans d'entraînement. Alors pour ça, mon collègue et moi-même avons suivi une formation assez spéciale, c'est-à-dire que pour le coup, j'ai commencé il y a 7 ans dans ce château à travailler avec une association médiévale dans laquelle on apprend à utiliser l'épée, la lance, et forcément, petit à petit, on s'améliore et on peut commencer à apprendre aux gens à tirer. Et mon collègue ici, ça fait 3 ans qu'il est archer maintenant, et ça nous permet d'apprendre aux gens à utiliser correctement les techniques et surtout la position exacte et historique du tir à l'arc. Dernière flèche. Alors, les flèches qu'on a ici, ce ne sont pas des flèches historiques, parce qu'ici on casse beaucoup de flèches, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des flèches totalement historiques. Mais la composition est assez simple. Alors, on a déjà
Passer à travers une cotte de maille, sa pointe très effilée se glissera facilement et avec l'élargissement viendra éclater un anneau. Ici nous avons une pointe incendiaire ou cage à feu qui permettra du coup de répandre le feu sur des campements. Cependant, il ne faut pas avoir en tête une flamme durant tout le trajet de la flèche, étant donné sa vitesse, la flamme est juste soufflée. Ça fera donc une braise et quand elle viendra se planter, la flamme se rallumera et répartira plein de petites braises autour, mettant feu aussi à tout ce qu'on peut voir. Cette pointe-là est vraiment très spécifique car utilisée dans une seule situation qui consiste tout simplement en bataille navale à venir déchirer les voiles des bateaux. Le bateau étant un objet ou un navire coûteux, il faut donc essayer de l'économiser et le garder. C'est pour ça qu'on déchirera juste les voiles afin de l'immobiliser, puis après seulement de l'aborder. Cette pointe-là, en feuille de laurier, est utilisée à la chasse afin de faire des blessures larges et importantes aux animaux pour pouvoir mieux les pister et les achever par la suite. La dernière est une pointe classique de la famille des pointes à feuilles qui sera tirée en centaines de milliers durant les batailles. Donc voilà pour les différentes. Alors c'est pas tout ce qu'on a. J'ai pas la tête nue, je vais porter un casque, typiquement ce genre de casque, ce qu'on appelle une salade. Alors maintenant que nous avons vu l'équipement de l'archer, on va pouvoir passer à l'équipement du chevalier en lui-même. Alors le chevalier au XVe siècle va porter des armures en acier trempé dites de plaques. Alors si elles sont appelées ainsi, c'est parce que c'est un assemblage de multiples plaques qui vont être rivetées entre elles de manière à offrir des articulations. Dans le sens. Si nous prenons la jambière ici, qui sert à protéger la jambe, essentiel afin de bien pouvoir prendre en main son arme. Alors. Et donc une fois le gantelet enfilé, on peut complètement fermer le poing, bouger le poignet, et ainsi on garde un maniement des armes très précis et vraiment efficace. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, mais vous voyez que les pièces d'armure ici sont fixées sur un gant. Ce sera pareil pour tout le corps, on va porter ça sur un pourpoint dit armant, juste ici. Vous voyez que c'est un vêtement qui va permettre de lasser les pièces d'armure
afin qu'elle ne glisse pas sur des parties du corps et qu'elle reste toujours en position. C'est-à-dire que déjà les plastrons, les casques, c'est déjà des choses que vous retrouvez après dans l'histoire. Notamment si vous prenez le casque que je vous ai montré, la salade d'archer, c'est le genre de casque que vous allez pouvoir retrouver pendant la Première et Seconde Guerre mondiale. Et parce que vous avez toujours gardé le côté sphérique ici pour que les dégâts passent bien sur le côté. Que ce soit nous à cette époque-là des coups d'épée ou de projectiles de flèches ou de traits d'arbalète, ce sera la même chose pour les balles. Bien sûr, la qualité n'étant pas la même, c'est toujours différent. Ensuite, au niveau de l'armement précis, les cuirasses, vous allez les garder jusqu'à un certain temps, c'est-à-dire qu'après le Moyen-Âge, au début de la Renaissance, vous avez ce qu'on appelle des armures d'apparat. Parce que le souci étant qu'avec le développement des armes à feu, l'armure est totalement obsolète face aux armes à feu qui deviennent de plus en plus performantes. Donc vous allez avoir des armures, mais ce sont seulement des preuves de richesse. Et des armes aussi de cavalerie lourde. Quand vous voyez Napoléon, voilà, au début du 19e siècle, vous allez avoir des armures pour les dragonniers notamment. Donc c'est des plastrons avant-arrière qui vont protéger seulement des coups de lame et à dévier également les balles. Donc cet équipement-là, on le retrouve plus du tout maintenant, puisque maintenant on a d'autres technologies, notamment avec de la céramique et du Kevlar, qui fait que vous avez des équipements qui sont pas forcément moins lourds pour le coup, mais qui sont beaucoup plus efficaces que l'acier trempé et qui répondent à d'autres exigences de guerre aussi. Et ce genre d'équipement, vous le trouvez seulement par exemple dans l'anti-émeute, c'est-à-dire quand vous voyez une tenue de CRS aujourd'hui, on va retrouver le même système de coulissement entre les pièces pour pouvoir lever les bras, les protections des jambes, et c'est seulement dans ce cas-là que vous allez retrouver des vestiges de l'armure médiévale. Alors, l'arme idéale du chevalier, du coup au 15e, ça va être l'épée à deux mains. Donc, on va pouvoir se permettre d'avoir une épée à deux mains, simplement parce que l'armure nous couvrant tout le corps, on peut se séparer du bouclier imposant qu'on pourrait retrouver au XIIe siècle, et ainsi notre corps sert lui-même à parer. On a donc deux mains libres pour manier une arme qui sera plus grande et du coup aussi plus mortelle, et on multipliera aussi du coup le nombre de techniques, de maniements qu'il peut y avoir. Il va y avoir pas mal d'écoles, d'escrime comme on les appelle, on peut avoir une escrime germanique, ou une escrime à la française, ou même milanaise. Donc voilà. Alors, on fait une petite démonstration peut-être? Je vais prendre celle-ci, on prend les deux mains. Merci. Alors là, on va vous présenter une escrime germanique du XVe siècle. Ce qui nécessite, en théorie, nous on le fait de manière légère, mais en théorie, quand vous utilisez une épée à deux mains, vous êtes totalement en armure, ce qui va vous permettre notamment de pouvoir parer avec le bras, ce que vous ne pouvez pas faire, notamment quand vous avez un bouclier. Alors, la position de base dans l'escrime 15e est la suivante. Les pieds bien écartés, bien flexibles sur les genoux, la main au niveau de la garde ici, qui va nous servir de point de pivot pour les coups, et la main gauche qui va venir sur le pommeau pour pouvoir tirer et pousser la lame pour lui donner de l'élan. Le coup de base étant celui-ci, on se redonne un tout petit peu, le pied droit en avant et les bras en avant. Ce qui fait que mon collègue a juste à se reculer pour se protéger. Démonstration, on se recule, on protège. Voilà. Contrairement à ce qu'on voit beaucoup, un combat c'est très rapide. C'est-à-dire que dans les films, pendant 15 minutes, vous avez des gens qui vont se taper dessus pendant assez longtemps. Nous, un combat médiéval, ça dure en moyenne 3 secondes. C'est-à-dire que soit mon attaque forte, c'est la mort, soit il y a une contre-attaque, et c'est moi qui suis mort. Vous voyez, c'est très rapide, contrairement à ce qu'on peut voir. Il y a bien sûr d'autres postures, vous voyez comme celle-ci. Mon collègue va pouvoir se défendre. Plus ou moins. Plus ou moins. Voilà, même coup vers le bas. Okay. La posture de la charrue. Ça va venir ici, bloquer avec l'épée et revenir avec le salam ici. Vous voyez que dans l'épée, vous avez deux parties qui sont importantes pour nous. C'est ce qu'on appelle la partie forte, qui est cette partie-là, et la partie faible juste ici. Ce qui fait que si mon collègue bloque son épée, je vais avoir beaucoup plus de mal en prenant l'épée ici qu'en la prenant par le bout. C'est exactement le même principe lorsque vous faites un combat médiéval. Si c'est logique, il faut que ma partie forte soit sur sa partie faible pour pouvoir l'emmener au jeu. Alors que si c'est le contraire, c'est lui qui pourra m'emmener où il doit. Voilà. Ensuite, dans le principe de la lame médiévale, on n'est pas coupant sur toute la longueur. C'est-à-dire qu'une épée médiévale va être aiguisée seulement sur la seconde moitié. Ce qui permet d'ailleurs d'abord venir écraser et ensuite de trancher. Et ce qui va me permettre également de la prendre à deux mains et d'être beaucoup plus précis quand je vais aller chercher les points de faiblesse de l'armure. Voilà. Vous avez les quillons ici. Nous, c'est une arme d'entraînement, donc ce n'est pas dangereux. Et vous pouvez avoir des pointes avec des barbillons, ce qui permet notamment de rentrer dans les visières et de ressortir. Vous avez également le pommeau, comme vous avez vu, mon collègue a fait la démonstration tout à l'heure. On peut venir donner un coup de pommeau également, cette partie-là,
qui équilibre l'épée puisque ça fait le poids de la lame, donc ce qui paraît beaucoup plus léger à prendre en main. Et bien sûr, au-delà de ça, si vous êtes chevalier, si vous avez cette épée, c'est grâce à Dieu. Donc vous avez bien sûr le signe religieux qui va avec. Bonjour, bienvenue. Alors moi je suis très en retard, je suis la cuisinière du château dans les années 1775-1780 et il est 11 h du matin. À cette heure-là, normalement la cuisinière elle travaille déjà depuis quelques heures. La cuisinière elle habite au château, elle loge au château, elle dort dans la cuisine ou dans une chambre à côté de la cuisine. Et normalement là je suis vraiment en retard, donc il va vraiment falloir que je m'habille. Je vous propose de venir avec moi, je vais vous montrer comment je m'habille. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai le premier vêtement qu'on enfile, c'est la chemise. Ça, tout le monde en a une, au moins une. Moi, la cuisinière, j'en ai une douzaine. Je pourrais en avoir 2 douzaines. Ça me permet de changer de chemise tous les jours. Comme ça, je suis toujours propre. On est propre quand on a du linge propre et du linge blanc. Le mien est de bonne qualité, c'est du lin. Si j'étais Madame de Pile, la sœur de l'évêque, qui habite ici aussi, mais qui, elle, est dans les étages, eh bien, j'aurais une chemise de tissu beaucoup plus coûteux, beaucoup plus fin. Ça peut être du lin très fin, ça peut être aussi de la mousseline de soie, comme vous le voyez ici. Alors la chemise, elle est toujours blanche, parce que c'est en réalité le seul vêtement qu'on lave. Deuxième vêtement que je vais enfiler, les bas. Ça c'est pareil, tout le monde en a. Alors à votre avis, pour la cuisinière, s'agit-il de bas en laine noire, de bas en coton blanc, ou de bas à motif? Eh bien, pour des raisons de coût, les bas à motif, c'est pas pour moi. Les bas de coton blanc, je pourrais en avoir, mais pas pour tous les jours. C'est beaucoup trop salissant. Donc, dans la vie quotidienne, je porte des bas de laine noire. Pour faire tenir les bas, il faut des jarretières, c'est-à-dire un ruban que l'on va attacher Si j'étais Madame de Pile, j'aurais des jarretières brodées. Je vais pouvoir mettre mes souliers également. Souliers à boucles. Ça, la cuisinière, elle est bien placée dans la maison, elle a une bonne paye. C'est un métier important, c'est pas seulement nourrir les gens de la maison, c'est aussi montrer la richesse de la maison et faire en sorte que l'évêque et sa sœur puissent recevoir et que les invités reviennent parce que la nourriture est bonne. Et l'évêque d'Orléans, il était très connu pour sa bonne table. Donc, je suis bien payée, du coup, j'ai des chaussures à boucles, des souliers à boucles. Si j'étais Madame de Pile, la sœur de l'évêque, je pourrais avoir des souliers à boucles, avec des boucles en métaux précieux, avec des pierres précieuses dessus, ou en imitation de pierres précieuses, parce que ça se faisait déjà à l'époque, la contrefaçon. Je continue avec un corset. Le corset, c'est un vêtement peu ou pas baleiné. On appelle ça aussi un corset blanc, parce qu'il est blanc de baleine. Le mien n'est baleiné qu'à l'avant. C'est-à-dire pour éviter que le lassage ne fronce. Alors le corset, il va avoir plusieurs rôles. D'abord, il va servir à maintenir un petit peu le corps, à donner du soutien, notamment au niveau du dos. Et en cuisine, c'est très important d'être soutenu au niveau du dos. On a un métier qui est pas très facile, qui demande beaucoup de force, de muscles. D'ailleurs, dans les petites annonces, quand un maître cherche une cuisinière, l'adjectif qui revient le plus souvent, c'est robuste. Il faut que la cuisinière soit robuste. La femme de chambre, elle doit être jolie, mais la cuisinière, elle doit être robuste. Alors le corset, il va aussi servir à limiter le frottement des différentes jupes au niveau des hanches, ce qui évite les irritations, voire les brûlures. Mais ça, même encore aujourd'hui, il paraît que ça arrive avec vos pantalons ou vos jupes, si c'est un peu trop serré
on peut avoir à la fin de la journée des irritations. Ben moi, le corset va éviter ce problème-là. Alors évidemment, si j'étais Madame de Pile, donc une dame de l'aristocratie, j'aurais ce qu'on appelle un corps baleiné, c'est-à-dire avec beaucoup plus de baleine, beaucoup plus rigide, qui va permettre de prendre la bonne posture aussi, puisque quand on est aristocrate, quand on est noble, on ne se tient pas de la même manière que les gens du peuple, évidemment. Et le vêtement va aider à ça, le corps baleiné notamment, va permettre de modifier et de construire la silhouette en fonction de sa place dans la société. Alors, je suis une cuisinière un peu coquette, vous savez que l'évêque est resté pendant 12 ans au moins à Versailles. Je vais porter ce qu'on appelle un cul, c'est-à-dire un rembourrage qui permet d'amplifier les hanches et donc de donner l'impression que la taille est plus fine. Et puis, moi, ça accentue un petit peu les hanches parce qu'on se méfie des cuisinières trop maigres. Par-dessus, je mets un premier jupon, celui-là, personne ne le voit. Donc, il est dans un tissu qui... Et à plus 35, sans souci, en fait le corps va rester à la même température grâce à ces différentes superpositions, ces différentes épaisseurs. Ça permet d'avoir des couches d'air entre chaque vêtement et du coup ça isole de la température extérieure. Avant de continuer à mettre des jupons, je vais mettre mes poches. Elles sont montées sur ruban et on va venir les attacher. C'est l'équivalent d'un sac à main sur chaque hanche. Je mets ma troisième jupon. Celui-là, il est en laine. Alors, pourquoi la cuisinière a un vêtement en laine à une période où la mode est quand même beaucoup plus aux cotonnades, c'est-à-dire au coton, essentiellement aux indiennes, c'est-à-dire des tissus de coton imprimés. Grossir, mes vêtements m'iront toujours. Parce que même quand on est une cuisinière, eh bien, au deuxième moitié du XVIIIe siècle,
même si les modes de consommation ont changé et qu'on achète un peu plus souvent des vêtements dans les classes populaires, on achète un nouveau vêtement neuf tous les 2-3 ans pour les femmes, tous les 4-5 ans pour les hommes. Donc on utilise les vêtements jusqu'au bout. Ensuite, pour la cuisinière, il manque encore quelques petites choses. Le bonnet, ça c'est très important. Il est là, entre autres parce que on ne sort pas dans la rue tête nue. De toute façon, ça ne se fait pas. Hein. Les femmes qui sortent en cheveux dans la rue, ce sont les femmes mal élevées, les femmes de mauvaise vie. Et le bonnet va aussi avoir un rôle pour l'hygiène, puisque ça évite que les cheveux tombent dans la soupe, que la transpiration puisse couler, etc. Deuxième vêtement protecteur, le tablier. J'ai les mêmes vêtements pour tous les jours, donc il faut bien les protéger. Et le devantier, de la même manière, on attache la bavette avec des épingles. Et voilà, je suis prête. Maintenant, je vais pouvoir aller cuisiner. Dans ma cuisine, donc on est dans la cuisine du château de Main-sur-Loire. Et tous les après-midi, pour les visiteurs, la cuisinière prépare des beignets à la fermière, qui est une recette de 1755, qu'on trouve dans les soupers de la cour de Menon. Menon, c'était un auteur qui a écrit plusieurs livres de cuisine au XVIIIe siècle. Et les beignets à la fermière, eh bien, on appelle ça comme ça, parce que dedans, on va acheter du fromage frais chez la fermière, donc de la faisselle. On mélange de la farine et des blancs d'œufs avec, et ça permet de faire une pâte pour les beignets. Alors moi, il n'est pas tout à fait midi, je vais commencer à préparer la pâte à beignets pour les visiteurs. Et puis bien, en même temps, je préparerai mon repas à moi, mon dîner, puisque le midi on dîne. Alors normalement, la cuisinière, elle mange les restes de ce qui revient de la table du maître. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est un jour maigre, c'est-à-dire c'est un jour où on n'a pas le droit de manger de la viande. Donc aujourd'hui, je vais manger de la morue à la crème, qui est probablement l'ancêtre de la recette de la brandade de morue, si vous connaissez. C'est donc de la morue qu'on va faire cuire en plein de petits morceaux, qu'on va piler avec un mélange de beurre, de farine et de lait. Voilà. Alors dans la cuisine au XVIIIe siècle, on va avoir chacun son poste, normalement. Donc on va organiser la cuisine un petit peu comme dans une cuisine de restaurant aujourd'hui. On va avoir par exemple ici tout ce qui concerne Alors ici on a disposé tous les légumes secs qui vont être pas mal utilisés. Par exemple des lentilles, on peut faire un coulis de lentilles avec. Les pois chiches, on pourra faire un potage à l'espagnol. On va avoir également les haricots blancs. Les haricots blancs, on va les cuire au lard, au gras, et on va les servir avec du mouton. On a également ici la pâtisserie. Alors la pâtisserie, c'est le travail de la pâte. Ça peut être aussi bien du sucré que du salé, aussi bien des tourtes que des pâtés, ou encore des oublis, ces petites gaufres bien spécifiques qui sont roulées et qui tiennent leur nom d'oubli, du latin oblatus, c'est-à-dire cadeau pour Dieu. C'était à la base fabriqué dans les mêmes moules que les moules à hostie. On a ici quelque chose de très important, on est dans une cuisine riche. Le pain de sucre. Celui-là, il fait 4 livres, ça fait 2 kilos. Le sucre, c'était le sucre de canne qu'on importait des colonies françaises. Et il faut savoir qu'à Orléans, au XVIIIe siècle, eh bien, il y a énormément de raffineries. Raffiné une première fois, c'est à Orléans qu'on le transforme en sucre blanc. Il est raffiné une seconde fois. Et au XVIIIe siècle, eh bien, Orléans fournit les 2 tiers du sucre raffiné du royaume de France. Très important. On a ensuite le bio, ça c'est important, c'est pour débiter la viande. Une pierre d'évier dans laquelle, pour l'instant, j'ai stocké plusieurs choses. Évidemment, la cheminée qui est un des ustensiles indispensables, puisque c'est là où on va faire rôtir et on va faire des braises. On va également pouvoir, dans la cheminée, faire cuire des tourtes ou d'autres plats avec une tourtière qui permet de remplacer un four. On va poser ce qu'on veut faire cuire dedans. On pose dans les braises. On met des braises sur le couvercle et on laisse cuire.
On va avoir également toute la batterie de cuisine, ça c'est très important, avec des plats qui servent à des choses différentes. On invente plein de plats différents. On va avoir des plats pour cuire quasiment chaque aliment. On va avoir par exemple ici un plat à œufs, pour faire cuire les œufs sans qu'ils s'étalent partout. Et puis évidemment les casseroles. Alors les casseroles sont en cuivre étamé, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a un mélange. Ça c'est pour ne pas s'empoisonner puisque le cuivre s'oxyde. Quand il s'oxyde, ça fait du verre de gris qui est un poison. Alors on a accusé certaines cuisinières d'avoir empoisonné leur maître. En réalité, moi je pense que c'est surtout parce qu'elles n'étaient pas très propres dans leur cuisine et qu'elles ne surveillaient pas leur batterie de cuisine. Et puis vous avez ici quelque chose d'important, c'est la laiterie. Tout ce qui est travail du lait, du beurre, de la crème. Alors le beurre, on n'en a pas toute l'année. Le lait, on n'en a pas toute l'année. Hein. Vous savez que pour avoir du lait, il faut que les vaches aient des veaux. Donc on va avoir, selon les périodes de l'année, du beurre frais ou alors du beurre conservé. Et on a en technique de conservation eh bien, quelque chose qui ressemble un peu au ghee indien, pour ceux qui connaissent la cuisine indienne. En fait, on va faire du beurre clarifié qu'on peut garder du coup beaucoup plus longtemps. Alors là, c'est une mode de beurre frais. On le garderait dans des pots en grès, bien stockés dans une pièce fraîche. Donc soit le garde-manger, soit nous ici, les caves, puisqu'on a la chance d'avoir les caves sous le château. Et puis, important, une fontaine aussi, la réserve d'eau, parce que dans une cuisine, on a toujours besoin d'eau. Donc on va avoir une réserve. Alors ici, c'est une fontaine lave-main, hein, c'est pas une réserve pour cuisiner. La fontaine lave-main, on peut éventuellement mettre du sable au fond, ça permet de filtrer. C'était une technique qu'on connaissait déjà au XVIIIe siècle. Voilà, je vous ai fait faire le tour de la cuisine. Alors vous voyez, au château de Mains-sur-Loire, c'est 810 ans d'histoire qui vous attendent au cœur de ce patrimoine mondial de l'UNESCO et j'espère vous y voir très nombreux. À bientôt.